J'étais en 6e primaire et j'habitais dans le même quartier que mon enseignant. Un jour, il m'a invité chez lui pour l'aider à puiser de l'eau. C'est à mon retour, il me pria de déposer le seau d'eau dans la maison. Il m'a ensuite rejoint dans la maison et a fermé la porte à clé pour abuser de moi. J'ai pris soin de rapporter les faits au point focal VBG de notre école, qui a ensuite rapporté les faits à mes parents. Le point focal VBG de notre école avait remis à mes parents le contact de l'ONG Rakoj, qui s'occupe de la sensibilisation dans notre zone afin que ma prise en charge soit effective. Les séances auxquelles j'ai été admise ici au CICM m'ont aidé à me relever et à poursuivre mes études jusqu'à l'obtention de mon diplôme de fin d'études primaires. À dater de ce jour de 2021, jusqu'à maintenant, pour la province éducationnelle Kasaï Central 1, avec composé de 12 sous-divisions, nous avons enregistré 30 cas d'abus sexuels. Nous avons enregistré 19 cas d'exploitation sexuelle. Ces survivantes comptent parmi tant d'autres qui ont bénéficié des services de prise en charge dans le cadre du projet d'équité et de renforcement du système éducatif PERS. Le projet vise à renforcer les mesures de prévention et de réponse à l'exploitation et aux abus sexuels ainsi qu'au harcèlement sexuel en milieu scolaire dans 10 provinces de la RDC. UNFPA, en tant qu'agence lead des Nations Unies en matière de prévention et de protection contre les violences basées sur le genre, a noué un partenariat avec le gouvernement à travers ce projet pour mettre en place un dispositif visant à atténuer les risques d'abus, exploitation et harcèlement sexuel en milieu scolaire. La sensibilisation communautaire sur les moyens de prévention et la vulgarisation du numéro vert 49 55 55 en vue d'accéder à la prise en charge des survivantes a été facilitée par les mécanismes communautaires d'alerte contre les abus et exploitations sexuelles. Dans la communauté, nous avons pris 3 aspects qui nous sont en train de sensibiliser la communauté, c'est exploitation et abus sexuels au niveau du milieu scolaire. Ça, c'est là où nous passons les messages. Et aussi, il y a un autre aspect, nous parlons dans la communauté, il y a ce qu'on appelle harcèlement sexuel. Et nous passons aussi les messages pour cette communauté. Et aussi, nous faisons la promotion des numéros verts. En outre, une campagne menée à travers les radios communautaires a contribué à amplifier la sensibilisation autour de la ligne verte pour la dénonciation des abus identifiés en milieu scolaire. Et on parlait souvent de 49 55 55, vous avez déjà retenu ça, c'était la ligne verte. Pour mettre en œuvre cette campagne, nous sommes allés par 2 étapes fondamentales. L'étape préliminaire consistait dans la formation des formateurs et dans la formation de journalistes. Et il y avait 180 journalistes au total qui ont pris part à cette formation. Et dans la deuxième étape, c'était l'étape de la production de micro-programmes sur les notions et les questions justement liées à la lutte contre les violences basées sur le genre, abus, exploitation sexuelle, mais aussi harcèlement sexuel. Le centre d'appel mis en place pour la gestion de la ligne verte 49 55 55 a été d'une grande importance pour l'orientation des survivantes vers les services de prise en charge médicale, psychologique et juridique. Dès qu'un opérateur reçoit un appel, s'il s'agit d'une plainte, directement, il fait un mail à son superviseur, il donne tous les détails de la plainte qu'à son superviseur. Et le superviseur, lui, va maintenant remonter cette plainte directement aussi au point focal. Alors, UNFPA a mis en place 2 points focaux, un pour les plaintes en général et un autre pour les plaintes qui concernent les abus sexuels dans les milieux scolaires. Donc, dès qu'on a un cas de ce genre, on le remonte directement. Alors, par rapport au référencement, UNFPA qui nous a donné la liste des centres de référencement. Donc, dès que nous avons une personne qui appelle, nous pouvons directement d'abord demander sa localisation
Et sur base de cette localisation, on peut dire on sait l'orienter à tel ou tel endroit. À travers les établissements scolaires, d'autres activités ont été organisées comme l'affichage dans les écoles, administrations et structures sanitaires, ainsi que des sensibilisations des élèves, enseignants et comités des parents avec des messages qui ont permis de toucher environ 3 millions d'élèves, 200 000 personnels enseignants, 8 000 écoles, 500 administrations scolaires et 400 structures d'offres de services jusqu'en 2023. Nous avons mené des activités de formation, de sensibilisation, des journées portes ouvertes et aussi des focus group sur les thématiques liées au EAS et HS et aussi VVG en milieu scolaire, afin de permettre aux élèves et aussi aux parents d'acquérir une connaissance pour qu'ils alertent sur les cas qui pourront arriver dans leur communauté ou dans les écoles. Les prestataires sociaux ont bénéficié de formations pour renforcer leurs capacités en matière de prise en charge des abus et exploitations sexuelles. Nous avons également travaillé sur le renforcement du capital humain, notamment la formation des prestataires sur la gestion clinique de viol. Nous avons plus de 1100 prestataires médicaux qui ont été formés dans les 8 provinces pour offrir les services de qualité aux victimes de violences, mais également les acteurs intervenants, assistants psychosociaux sur la prise en charge psychosociale. Plus de 1200 personnes ont été formées quant à ce. Et par rapport à l'assistance juridique, nous avons travaillé avec les acteurs du système juridique et judiciaire, les avocats, les défenseurs judiciaires, les parajuristes, les ONG de droits humains ont été capacités également sur l'accompagnement juridique des cas de violences basées sur le genre en milieu scolaire, et environ 400 personnes ont reçu cette formation. L'essentiel des services a été assuré dans les centres intégrés de services multisectoriels CISEM, les structures ciblées, les espaces sûrs et les cliniques juridiques. Ici, dans notre école, il y a l'enseignant qui a violé l'élève. Et cet élève-là, c'était mon élève de l'année passée en 6e. Quand j'ai vu l'absence de l'élève, après 3 jours, 4e jour, l'élève est apparu. Je lui ai demandé, mais toi, ça fait 3 jours. J'étais où? Souvent, tu ne t'absentes pas. C'était quoi? L'élève a commencé à pleurer. Il m'a dit non, c'est papa maître m'a violé. J'ai fait le PV, j'ai amené au directeur. J'ai eu le cas par la maîtresse de la 6e. Il y a un enseignant de notre école ici qui a violé l'élève de ma salle de classe. Alors, quand j'ai vu cela, moi j'ai dit, il y a le numéro laissé madame. Par de rapport ici lors de la sensibilisation. On a appelé le numéro 49 55 55. Et directement, on a remonté avec le cas directement par le rapport pour prise en charge à l'élève. J'ai examiné, j'ai prélevé les preuves médico-légales et quant au traitement, je l'avais soumis dans les kits, sous les kits PEP parce qu'il était arrivé dans les délais avant 72 heures. Justice Plus a eu à documenter et accompagner en 28 cas. On a accompagné des survivantes de Mahagi, où les auteurs étaient des directeurs, et ils ont été transférés ici à Bunia. Donc parmi les auteurs, on peut trouver les enseignants aussi, et donc tous ceux qui œuvrent, on sait, le personnel éducatif en milieu scolaire. Grâce à la collaboration entre les acteurs et intervenants en matière de violences basées sur les genres et ceux de l'éducation, les cas d'abus et exploitation sexuelle en milieu scolaire ont été notifiés au mécanisme de gestion des plaintes mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. Et au niveau de l'administration, les bourreaux ont été sanctionnés. Ils ont été radiés, les bourreaux ont été remplacés, les enfants ont été réintégrés par des documents d'indulgence. Il y a des fiches d'indulgence qu'on colle à ces enfants. Tous les enseignants de ma province éducationnelle avaient signé le code de bonne conduite. Et tout celui qui va en dehors de ce code de bonne conduite devait subir des sanctions. Sur le plan administratif, l'enseignant a été d'abord sanctionné
suspendu et puis après, lors de la clôture, révoqué. Toutes ces interventions ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de gratuité de l'enseignement primaire pour laquelle le gouvernement congolais a bénéficié d'un crédit de la Banque mondiale pour financer le projet d'équité et de renforcement du système éducatif PERS. Une composante essentielle de ces projets vise à renforcer la sécurité et la redevabilité de la communauté scolaire. Prenant la mesure de l'urgence, le ministère de l'EPST a signé un arrêté instituant les mécanismes de gestion des plaintes pour condamner tous les abus identifiés en milieu scolaire. Nous avons plusieurs cas, des responsables comme des enseignants qui ont été des auteurs, qui ont été sanctionnés. Quand on dit on a clôturé, c'est-à-dire on a ouvert l'action disciplinaire suivant la procédure légale. On donne toujours l'occasion à l'auteur de s'exprimer parce que la procédure est contradictoire. On ouvre l'action disciplinaire, on suspend la personne. Et cette personne a 3 mois pour produire tout ce qu'il y a comme explication, comme justification, et puis après on clôture. Ce sont des cas pour lesquels la clôture, c'est la révocation dès que ces faits sont établis. Et en même temps, il y en a qui ont été déférés devant la justice. Il y a des provinces pour lesquelles les enseignants ont été arrêtés au-delà de la sanction de révocation. Où l'État, ils perdent carrément leur travail parce que ce n'est pas des actes à encourager. Le projet a été mis en œuvre dans un contexte où le système éducatif fait face à des défis importants ayant un impact sur la scolarisation des filles. Le premier défi, c'est quand même le rapprochement des survivantes des centres de prise en charge. Vous voyez, nous sommes un grand pays avec des moyens de communication pas évidents. Donc quand on a dénoncé un cas, quand on a identifié la victime et quand on l'a orientée, il faut que cette victime, effectivement, atteigne facilement les centres médicaux pour qu'elle soit prise en charge. Le deuxième défi, c'est l'accompagnement des victimes. C'est vrai qu'on peut l'accompagner, on peut l'orienter. Est-ce qu'on s'assure que la victime a repris le chemin de l'école? Et ce qui est lié à un autre défi, c'est le défi de pouvoir internaliser, de pouvoir faire en sorte que les acteurs du système éducatif s'approprient non seulement la thématique, mais s'approprient également cette problématique qui est liée donc aux élèves. Un des premiers défis que je peux relever, c'est le fait pour ce projet d'avoir été essentiellement focalisé sur la réponse, notamment l'assistance aux victimes d'abus et exploitation sexuelle, alors que nous parlons d'un projet qui couvre les questions d'abus et exploitation sexuelle dans sa globalité. Le deuxième défi par rapport à ce projet, la question d'investigation. C'est un défi important, pourquoi? Parce que tout ce que nous recevons comme dénonciation au travers des voies de signalement établies, ça reste des allégations. Il nous faut investiguer, il nous faut déterminer c'est quelle école, identifier la victime. Nous avons fait une analyse des risques d'abus et exploitation sexuelle en milieu scolaire au démarrage du projet et il s'est avéré qu'il y a beaucoup de risques associés à cela, notamment la question des infrastructures scolaires, la question de la sécurité dans les écoles, la question des sanitaires dans les écoles. Ce sont des risques importants qui sont associés aux questions de violence basées sur le genre en milieu scolaire. L'efficacité de la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire dépend de la capacité et l'engagement du système éducatif à répondre à ces différents défis dans une approche multisectorielle et coordonnée.